Bonjour, dans cette vidéo et les vidéos suivantes, nous allons travailler sur les diagrammes d'orbital moléculaires de différents complexes de métal de transition. Nous allons étudier trois complexes, le complexe Ml6 octaédrique, le complexe Ml4 carré plan et le complexe Ml4 tétraédrique. Pour le premier d'entre eux, donc le Ml6 octaédrique, la première étape est de déterminer le diagramme d'orbital moléculaire du fragment L6 en configuration octaédrique. Donc voici un schéma qui représente la structure de mon complexe, donc un métal au centre d'un octaèdre de ligands, et en appliquant l'approximation isolobale, je vais considérer que chaque ligand interagit avec le métal au travers d'une interaction sigma, qui est portée par une seule orbitale moléculaire, et que cette orbitale moléculaire, finalement, je peux l'approximer, où elle est équivalente à une orbitale 1s d'un hydrogène. Donc voilà à quoi va se rapporter, en quoi va se transformer mon système. C'est un métal entouré de 6 atomes d'hydrogène, et chaque hydrogène porte une orbitale 1s. Je suis dans un système de symétrie octaédrique. Par conséquent, le GPS de ce complexe est le GPS OH pour octaédrique. Donc ce GPS est un des groupes ponctuels de symétrie de haute symétrie, puisque l'octaèdre possède plusieurs axes de plus grand ordre, dans ce cas-là des axes C4. Donc on voit que la table de caractères du groupe OH est assez grande, puisqu'elle est constituée de 10 classes de symétrie, c'est-à-dire 10 ensembles d'opérations de symétrie, et donc de 10 représentations irréductibles. Donc la première étape ici va être de déterminer l'ensemble des représentations irréductibles caractérisant mon système, ici H6, en configuration octaédrique. Donc pour le faire, je fais comme je faisais précédemment, lorsque j'ai étudié la symétrie moléculaire au chapitre 4. Je regarde comment chaque élément de ma base se transforme lorsque je lui applique les éléments de symétrie, les opérations de symétrie, du GPS OH. Je rappelle que regarder comment ces éléments se transforment revient finalement à écrire les diagonales des matrices de représentation de chaque opération de symétrie dans la base des orbitales atomiques 1s1 à 1s6. Donc voici un schéma de mon système, et je vais travailler dessus pour vous montrer comment chaque élément de la base se transforme. Donc l'identité, si j'applique l'identité, les éléments de la base restent inchangés. Donc j'ai un 1 pour mes 6 éléments de base. Maintenant l'axe C3. Donc il faut déjà trouver cet élément de symétrie. Donc sur mon octaèdre, je dessine ici, voilà, je finis de dessiner ici mon octaèdre. Voilà. Donc voici mon octaèdre. Et l'axe C3, en fait, donc il y a 8. Alors il y a 4 axes C3. Il y a un axe C3 qui passe par le milieu de chaque face triangulaire de l'octaèdre. Ici, voilà. Donc si vous dessinez ici cette première face ici, et la face qui lui est opposée, eh bien vous avez un premier axe C3 qui passe par le milieu de ces deux faces. Pardon, C3. Et donc pour chaque paire de faces, pour chaque paire opposée de faces triangulaires, vous avez un axe C3 qui passe par le milieu de ces deux faces. Chaque axe C3 génère deux opérations de symétrie, je le rappelle. C3 va générer C3,1 et C3,2, d'où le fait ici qu'on a 8 éléments dans cette colonne, parce qu'on a 4 axes C3 et chacun génère deux opérations de symétrie. Donc si j'applique la rotation C3,1 ici, au travers de l'axe que je viens de dessiner, vous voyez que chaque hydrogène ou chaque orbitale 1s se transforme en une autre orbitale 1s. Par conséquent, j'ai des zéros partout ici dans la colonne.
Maintenant, les axes C2. Donc, vous voyez que des C2, il y en a deux types. Il y a ces premiers C2 et ces C2 ici. D'accord? C'est la même chose que j'ai ici et ici. Donc, vous voyez que les C2 ici, c'est ceux-là qui sont au centre. Ce sont des C2 qui correspondent à des C4 au carré. Donc, c'est-à-dire que ce sont les C2, ce sont les rotations de 180 degrés qui sont alignées avec les C4. Donc, première étape, il faut trouver les C4. Donc, les C4, eh bien, vous les avez ici, C4. Un C4, et vous avez un autre C4 ici, C4, et un autre C4 ici. D'accord? Donc, nous avons trois axes C4. D'accord? C4 va générer C4-1, C4-2, C4-3. Mais, dans la façon dont la table est construite, le C4-2 ici, d'accord, qui est une rotation de 120 degrés, c'est ce que je considère là. Donc, c'est ce C2 qui est en fait un C4 appliqué deux fois. Un C4-1 appliqué deux fois. D'accord? Et donc, les C2, les autres C2, les C2 qui sont ici, eh bien, ce sont des C2 qui ne sont pas alignés avec ces C4. Vous en avez ici, au milieu de l'arête. C2. Donc, vous avez un C2 qui passe par le milieu de deux arêtes opposées. Et donc, vous en avez 6 en tout de ces C2-là. Donc, je ne les dessine pas tous, sinon mon schéma va devenir incompréhensible, ce qu'il semble déjà être. D'accord? Donc, ces C2, ils passent par les C2 en vert ici, donc ceux de la troisième colonne. Ce sont les C2 qui passent par le centre de deux arêtes opposées. Donc, si vous faites une rotation un C2-1, c'est-à-dire une rotation de 180 degrés par rapport à cet axe, vous voyez bien que tous les atomes se transforment en un autre atome. C'est-à-dire que tous les éléments de base, toutes les orbitales 1s, se transforment en une autre orbitale 1s. Donc j'ai des zéros partout. Pour le C4, donc si j'applique que ce soit C4-1 ou C4-3, deux hydrogènes restent inchangés. Donc si je prends par exemple ce C4 ici, vous voyez que H5 et H6 restent inchangés. Donc les orbitales atomiques 1s qui sont portées par ces hydrogènes restent inchangés. Donc vous avez un 1 ici, un 1 ici, et par contre tous les autres atomes se transforment en un autre. Toutes les autres orbitales se transforment en une autre orbitale, donc des zéros. Donc juste pour préciser, ici vous voyez bien que vous avez 6 opérations de symétrie de type C4, eh bien parce que vous avez 3 axes C4 que j'ai représentés ici, ici et ici, et chacun génère C4-1 et C4-3, c'est-à-dire des rotations de type C4 pur. Et donc j'ai bien 2 fois 3, 6. Donc ensuite ici, ce que j'ai entouré en rouge, ben je les ai décrits. Donc ce sont les axes C2 qui sont collinaires au C4. Et donc ce sont les C2-1 qui sont équivalents à des C4-2. Et donc ils ont les mêmes, ils transforment les orbitales de manière similaire à ce que faisait le C4. C'est-à-dire que les orbitales 1s5 et 1s6 sont inchangées. Par contre les autres se transforment en une autre orbitale. Le centre d'inversion, eh bien, il est ici, au centre du tétraèdre. Et lui, il inverse toutes les orbitales 1s. Il transforme la 1s2 en 1s4, la 1s1 en 1s3 et la 1s5 en 1s6. Par conséquent, j'ai ici des zéros partout. Je change de diapositive pour avoir un peu plus de place. Donc maintenant, je suis au S4. Le S4, en fait, il est ici. Il est confondu avec le C4. Donc, il consiste à appliquer d'abord une rotation générée par un C4 qui lui est collinaire.
Donc, par exemple, une rotation C4-1, donc une rotation de 90, puis une réflexion par rapport au plan orthogonal au S4, c'est-à-dire au plan ici H1, H2, H3, H4. Donc si vous faites ça, donc une rotation C4-1 puis cette réflexion, vous voyez que aucun atome ne reste à sa position initiale. H6 va se transformer en H5, H1 en H2, H2 en H3, H3 en H4. Par conséquent, vous avez ici des zéros partout. Le H6, le S6 maintenant. Donc le S6 c'est un peu plus compliqué. Donc je vais encore une fois changer de diapositive pour vous en parler. Donc le S6, si je reprends donc cette face-là par exemple, et cette face-là, d'accord. Donc vous avez vu ici, vous avez un axe C3, d'accord. Si je mets mon œil ici, le long de cet axe C3, voici ce que je vais voir. Je vais voir deux triangles, donc celui-ci qui est derrière, celui-ci qui est devant. Donc je vais voir quelque chose qui est donc lui derrière et un autre triangle qui est devant. Donc là, on voit bien ici l'axe C3. Par contre, on a également un axe, une opération S6. Pourquoi? Il suffit de faire une rotation de 60 degrés. Donc si je fais une rotation de 60 degrés, mon triangle ici, le sommet de mon triangle vont être positionnés ici. Donc mon triangle qui est dessus. Et quand j'applique la réflexion, eh bien mon triangle qui était dessus, proche de mon œil, là, en trait plein, va passer dessous, c'est-à-dire là où j'ai les pointillés. Et vous voyez que mon système va rester inchangé, puisque mon triangle qui est devant ici, en trait plein bleu, va se transformer dans le triangle qui est en pointillé derrière, et au contraire, le triangle qui est en pointillé derrière va se transformer en triangle plein devant. D'accord ? Par contre, dans cette opération, aucun hydrogène reste inchangé, toutes les orbitales S se transforment en une autre orbitale S, donc 0, 0, 0, 0, 0 et 0. Et donc maintenant, il nous reste à étudier les plans de symétrie. Donc pour les plans de symétrie, je vais faire un peu de place. Il y a deux types de plans, des sigma H et des sigma D. Donc les sigma H, par définition, sont orthogonaux à des axes de plus grand ordre. Donc si je prends un C4 ici, des C4, on en a aussi un ici, et on en a finalement un ici. Alors je vais changer de couleur, donc le C4 rouge, voilà, qui passe par H2, H4. Le plan ici, qui relie H1, H5, H3, H4. Ce plan, qui est un plan de symétrie, il est orthogonal au C4. À ce premier C4 ici. Donc c'est bien un sigma H. Si maintenant ici je représente en vert ce C4, donc il passe par H1 et H3, lui, le plan H6, H2, H5, H4, lui est orthogonal. Donc ce plan est aussi un sigma H. Et enfin le dernier C4, qui passe par H6, H5. Lui, le plan H1, H4, H2, H3, H4, lui est orthogonal. Donc, on a aussi un sigma H. Donc, ces trois plans que j'ai représentés sont des plans sigma H puisqu'ils sont orthogonaux à un C4. Donc, si je prends par exemple le sigma H ici en bleu, donc celui du plan H1, H2, H3, H4. Si j'applique cette réflexion, vous voyez que la 1s6 se transforme en 1s5 et inversement. Par contre, les orbitales 1s1, 1s2, 1s3, 1s4, elles, restent inchangées puisqu'elles appartiennent au plan. Par conséquent, j'aurai un 1, 1, 1, 1, 0 et 0. Et donc, maintenant, les sigma, donc on est bien d'accord, vous voyez dans la table ici de caractères qu'il y a 3 sigma H, donc je les ai bien tous trouvés.
enfin les sigma D. Donc les sigma D, ce sont tous les plans de symétrie qui ne sont pas ces 3 sigma H. Donc par exemple, si vous prenez le plan qui passe, alors il me faudrait une autre couleur, voilà, violet, qui passe par H6, H5, et qui passe par le centre ici du segment H2, H3. D'accord? Ce plan-là est un plan de symétrie. Il n'est pas un sigma H, puisqu'il n'est pas orthogonal à un C4. Par conséquent, c'est un sigma D. Et donc, par rapport à ce plan, mais comme précédemment, un S6, alors contrairement à précédemment, contrairement au sigma H, ici, la 1S de 6 et la 1S de 5 sont échangées puisqu'elles appartiennent au plan. Par contre, les autres se transforment en une autre orbitale, donc 0. Donc j'ai ici 0, 0, 0, 0, 1, 1. Et voilà. Donc vous voyez, hein, pour le cas de l'octaèdre, qui était quand même quelque chose de très symétrique, un système très symétrique, on peut très rapidement déterminer le GPS de ce système, puisque c'est un octaèdre, mais par contre ensuite déterminer les différents éléments de symétrie, les différentes opérations et les éléments associés prend un peu plus de temps, et il faut avoir une bonne vision dans l'espace. Et donc voilà, au final, ce que vous obtenez. Donc je fais maintenant la somme des entiers par colonne, ce qui revient à calculer la trace des représentations matricielles de chaque opération de symétrie. Et vous trouvez la gamma, c'est-à-dire la représentation réductible pour ce système. 6, 0, 0, 2, 2, 0, 0, 0, 4, 2. Une fois que vous avez trouvé cette représentation réductible, c'est-à-dire l'ensemble des caractères relatifs à chaque opération de symétrie, il faut la réduire en une somme de représentations irréductibles. Donc pour cela, on applique la même formule que l'on a vue au chapitre précédent et que je vous redonne ici. La seule différence, si on peut le dire ainsi, c'est que on a beaucoup plus ici de représentations irréductibles, beaucoup plus d'opérations de symétrie, donc le calcul est un peu plus lourd à faire que pour NH3 ou NH2, mais c'est exactement le même. D'accord ? Donc je l'applique ici pour la représentation irréductible à 1G, et vous voyez que j'obtiens 1. Donc je vous laisse faire le calcul et vérifier par vous-même que vous savez le faire. Si je l'applique aussi pour EG, je trouve également 1. Et je vous laisse l'appliquer à toutes les autres RI, et vous trouverez également un T1U avec un 1 ici, enfin un entier 1 qui correspond à la RI T1U, et pour toutes les autres, vous trouverez 0. Donc la représentation irréductible pour ce système, c'est A1G plus EG plus T1U. Donc je rappelle, A1G est une RI de dimension 1, donc il y aura une seule OM qui aura cette symétrie. EG est une représentation irréductible de dimension 2, donc elle décrira un ensemble de 2 orbitales moléculaires dégénérées. Et enfin, T1U est une représentation irréductible de dimension 3, et donc elle regroupera 3 orbitales moléculaires dégénérées. Donc maintenant que j'ai fait cette analyse de symétrie, je peux m'attaquer au diagramme d'orbital moléculaire de H6, qui correspond au diagramme d'orbital moléculaire du fragment L6. Donc pour le faire, j'ai plusieurs fragmentations possibles. La fragmentation que je choisis d'opérer ici, c'est H4 d'un côté qui interagit avec H2. Donc H4, nous l'avons vu lors des chapitres précédents. Il y a une orbitale totalement liante, 2 orbitales non liantes ici et une orbitale totalement antiliante. Ces 2 orbitales ici étant dégénérées. Nous avons en face les orbitales moléculaires de H2 que vous connaissez bien maintenant. Bien voir ici que les 2 hydrogènes sont éloignés l'un de l'autre, il n'y a pas de liaison directe. Par conséquent, je les dessine quasiment totalement dégénérés. Et de même énergie que ces 2 orbitales
ici, puisqu'elles sont en fait identiques, vu que toutes les distances sont égales dans l'octèdre. Il faut maintenant voir quelle orbitale interagit avec laquelle, ou quelles orbitales interagissent ensemble. Et il apparaît évident qu'il n'y a qu'une interaction possible entre cette orbitale ici, l'orbitale totalement liante de H4, avec l'orbitale liante de H2. Pour toutes les autres paires d'orbitales, il y a forcément au moins un plan de symétrie pour lesquels une orbitale est symétrique et l'autre est antisymétrique, donc pas d'interaction possible. Donc finalement, pour faire H6, le diagramme d'orbitale moléculaire de H6, à partir de H4 et de H2, il n'y a qu'une interaction à deux orbitales à traiter. Donc je dessine d'abord les trois orbitales moléculaires non liantes ici, donc qui correspondent à ces deux orbitales-là et à cette orbitale ici. D'accord ? Donc vous voyez que les trois sont équivalentes par des rotations de 90 degrés, donc c'est assez intuitif qu'elles soient dégénérées. Cette orbitale ici, qui était antiliante dans H4, reste antiliante dans l'octèdre et reste inchangée, sans aucune contribution sur les hydrogènes H5 et H6. Et enfin, mon interaction entre les deux orbitales, ici représentée par le symbole vert. Donc ce qu'il était important de voir, c'est donc cette orbitale moléculaire liante, elle est liante donc basse en énergie. Par contre, l'antiliante, je peux me poser une question. Est-ce qu'elle est ici plus haute que cette orbitale-là? Est-ce qu'elle est plus basse ou est-ce qu'elle est au même niveau? C'est l'analyse de symétrie qui répond à cela. Pourquoi? Vous avez ici 3 OM dégénérés. Donc il y a de fortes chances qu'elles soient de symétrie T1U. Vous avez ici une orbitale moléculaire qui est seule. Donc elle sera forcément de symétrie A1G. Donc qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste une RI-EG qui doit regrouper 2 OM dégénérés en énergie. Donc forcément, pour avoir ces 2 OM dégénérés en énergie, je ne peux avoir que ce niveau-là, exactement au même niveau que celui-ci. Donc ces deux orbitales moléculaires-là, elles sont forcément dégénérées pour respecter l'analyse de symétrie que j'ai réalisée précédemment. Et donc voici comment je les représente. Donc dans celle qui est totalement liante, forcément tous les coefficients portés par toutes les orbitales sont identiques, sinon on ne pourrait pas être de symétrie A1G. Je rappelle que A1G est une RI dans laquelle le système est symétrique par rapport à toutes les opérations de symétrie. Et par contre ici, dans l'antiliante, vous avez un plus fort coefficient sur les orbitales 1s portées par les hydrogènes 5 et 6 pour contrebalancer le fait que dans cette orbitale-là, qui appartient à la même RI, vous n'avez aucun coefficient sur ces mêmes atomes. Et donc en termes de nomenclature, celle-ci est nommée E1A1G, cet ensemble de 3 orbitales E1T1U et cet ensemble de 2 orbitales dégénérées E1EG, ce qui correspond aux représentations irréductibles que j'avais trouvées ici. Donc nous avons pu faire, en utilisant exactement les mêmes outils que dans les chapitres précédents, le diagramme d'orbitale moléculaire de H6 en configuration octaédrique, qui est une bonne représentation pour un champ de ligand de type L6 en configuration octaédrique. Dans ce que j'ai fait, donc j'ai bien fait l'approximation isolobale dont on avait parlé dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que la seule orbitale que je considère pour le ligand, je l'approxime comme une orbitale 1s portée par un hydrogène, parce que ça simplifie les schémas que j'ai réalisés et de même ça simplifie visuellement l'analyse de symétrie. Maintenant, je vais considérer que je n'ai pas envie de faire cette approximation. D'accord ? Donc je vais toujours considérer que mon ligand n'interagit qu'au travers d'une orbitale, mais je ne veux pas trop simplifier cette orbitale. Donc par exemple, ici, je prends un champ de ligand qui n'est plus du H6, mais bien NH3 6 fois. Je vous rappelle ici le diagramme d'orbitale moléculaire de NH3. Et comme nous l'avons dit précédemment, la seule orbitale moléculaire qui aura à la fois une différence d'énergie suffisamment faible avec les OA du métal, mais également un recouvrement suffisamment fort avec ces mêmes orbitales,
c'est cet orbital moléculaire 2A1, puisque le métal sera situé ici. Et donc, au lieu d'approximer cet orbital moléculaire par une orbitale atomique 1s, je vais, alors, simplifier, on va dire, la partie vraiment portée par les hydrogènes, parce qu'elle est vraiment inutile dans l'interaction avec le métal, mais je ne vais ici considérer donc qu'une orbitale de type hybride, avec, c'est-à-dire une P déformée, ou une combinaison linéaire d'une P avec une S. Et donc si je considère cette orbitale moléculaire, donc qui est beaucoup plus proche de l'orbitale moléculaire réelle qui va interagir dans le cas d'un complexe avec des ligands ammoniaques, mon diagramme d'orbitale moléculaire finale, c'est exactement le même que ce que j'ai trouvé précédemment. Sauf qu'au lieu d'avoir des orbitales 1s, de faire des combinaisons linéaires d'orbitales 1s, je fais des combinaisons linéaires de cette fonction. Mais tout le reste inchangé. C'est-à-dire la position des orbitales, c'est la même chose, les signes relatifs sont les mêmes, et l'analyse de symétrie, donc la décomposition en somme de représentations irréductibles, est également inchangée. Donc finalement, c'est très simple de passer du diagramme précédent au diagramme, on va dire, un peu plus élaboré, où je prends en compte davantage la vraie forme de l'OM du ligand qui va interagir. Et donc voilà pour ce diagramme d'orbital moléculaire du champ ligand NH3 6 fois.